Tout d'abord, qu'est-ce que la féodalité? La féodalité, c'est un lien d'échange, de services, notamment de protection, d'homme à homme. Pourquoi ce système-là s'est développé particulièrement au Moyen Âge? Eh bien, au IXe siècle, le pouvoir central carolingien est incapable de gérer la situation d'invasion des Vikings, des Hongrois et des Sarrasins. Et donc, cette protection, elle va être assumée par les comtes et les ducs qui, par leur rôle et leur charge, leur permettent de développer et de devenir des véritables petits seigneurs puissants. Parce que déjà, ils ont rendu leur charge héréditaire et ils possèdent des pouvoirs publics. Au Xe siècle, à l'intérieur des comtés et des duchés, il y a eu des divisions internes. Et donc, les guerres privées sont devenues très fréquentes. En fait, faut comprendre qu'on a plein de petits seigneurs qui sont en rivalité avec eux. Et ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que le roi va rattacher la plupart des grands fiefs et raffermer son autorité, notamment sous Louis IX, dit Saint Louis, en condamnant les duels. La justice doit être exercée par le roi. Qui et comment sont les acteurs de cette vassalité? Tout d'abord, on a de la féodalité, pardon. Tout d'abord, on a une féodalité privée entre un seigneur et un vassal. Lors de la cérémonie de l'hommage, le chevalier prête serment d'aide, que ce soit de soutien politique, d'aide militaire ou d'aide financière. En échange, il reçoit un fief en guise de rémunération, puisque le chevalier consacre son temps à combattre. Mais ce système-là s'est répandu dans toutes les couches de la société. On parle de société féodale, qui est une organisation hiérarchique composée de 3 ordres. Nous avons une société de 3 ordres qui a été où les individus de manière inconsciente se rendent des services. C'est une théorie de Aldébaran de Laon au XIe siècle, un théologien, qui nous dit que Dieu a placé chaque homme à sa naissance à une place de la société pour accomplir une mission. Et que c'est cet ordre qui permet l'harmonie. Tout d'abord, nous avons au sommet de la pyramide le clergé qui effectue les cultes religieux, prie pour les bonnes récoltes et que les guerres se passent pour le mieux. On a ensuite la noblesse guerrière qui dédie son temps au combat. Et pour finir, on a le peuple qui est chargé du travail, de travailler, notamment une grande majorité paysanne, plus de 80% du peuple. Comment l'Europe a été transformée à cette époque? Eh bien, il faut comprendre que le partage de l'empire de Charlemagne a entraîné la naissance de la France et du Saint-Empire germanique. Comment? Par le traité de Verdun en 843. Charles le Chauve hérite de la Francie occidentale, Louis le Germanique de la Francie orientale et Lothaire de la Francie médiane. La Francie médiane qui va des Pays-Bas jusqu'au nord de l'Italie. Lothaire va mourir prématurément et ainsi des troubles internes vont se produire, rendant ce territoire vulnérable aux attaques. Othon le Grand est le fondateur du Saint-Empire germanique. Pour contextualiser, les successeurs de Louis le Germanique sont des rois faibles, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'affirmer leur autorité auprès des ducs et des comtes, notamment de Bavière, de Saxe ou de Souabe. En 962, Othon, un Saxon, est sacré empereur à Rome. Il a réussi à rattacher les 3 royaumes, celui de Germanie, de Bourgogne et du nord de l'Italie. Il a été élu par les grands avant de se faire sacrer par le pape. En parlant du pape, on va avoir ce qu'on appelle la lutte entre le sacerdoce et l'empire. Pour comprendre,
Euh, c'est une lutte entre le pape et l'empereur qui a pour objet central de savoir qui est supérieur à qui et qui exerce le pouvoir sur la chrétienté, puisque les chrétiens sont des religieux, mais ce sont à la fois des civils. Et tout le monde à cette époque est chrétien. En tout cas, la majorité des gens est chrétien. L'épisode le plus célèbre de cette lutte, c'est lorsque l'empereur Henri IV, qui était excommunié, va supplier le pape Grégoire VII d'abroger sa sanction. Le pape et l'empereur ont des intérêts qu'on peut dire opposés, en tout cas du moins conflictuels, puisque le pape rêve d'une théocratie et l'empereur, lui, vise à renforcer son autorité sur un empire vaste qu'il a du mal à gérer les autonomies. La conséquence de cette lutte va entraîner la naissance de la séparation des pouvoirs temporels et spirituels qui est caractéristique de l'Europe actuelle. C'est quoi la dynastie capétienne? La dynastie capétienne, c'est une dynastie qui a succédé aux Carolingiens et qui a régné en ligne directe de 987 à 1328 jusqu'à Charles IV le Bel. C'est ce qu'on appelle le miracle capétien. Mais alors, comment les Capétiens sont montés au pouvoir? En 987, Hugues Capet prend le pouvoir au roi faible carolingien. Mais les Capétiens connaissent des débuts difficiles. Les premiers Capétiens sont des petits seigneurs, c'est-à-dire que leurs vassaux sont plus puissants qu'eux. Donc la solution face à ce problème, pour redonner un peu de valeur au roi, parce que les rois carolingiens ont été incapables d'assurer la protection, les rois capétiens doivent prouver leur valeur en montrant que dans la réalité, ils sont les seigneurs les plus puissants. Et donc, il faut rattacher les plus grands fiefs. Le facteur qui va contribuer à cette réussite, c'est le miracle capétien, comme nous l'avons cité au début, mais aussi le fait de contracter des bons mariages qui permettent d'accéder à des territoires de manière plus douce et progressivement, avec notre chaîne de vassalité, de manger les vassaux. Quelle est la situation ailleurs en Europe? La Pologne et la Hongrie vont rentrer dans l'histoire grâce à la religion chrétienne. En Pologne, Mieszko Ier va se faire convertir en 962. Et en Hongrie, Étienne va être sacré par le pape en l'an 1000. Et cela a des conséquences parce que maintenant, ils sont vus comme les autres souverains qui sont puissants mais qui sont chrétiens. Donc en fait, ces souverains-là ne sont plus vus comme des barbares ou des gens inférieurs. Et aussi, cela permet de créer des relations. En Espagne, c'est la Reconquista qui marque cette Europe féodale. L'Espagne, suite à l'expansion musulmane, suite à la mort de Mahomet en 632, va être envahi par les musulmans. Le pays est à majorité à domination musulmane. Le sud, tout est musulman. Le nord, on a encore des petits royaumes, des petites principautés chrétiennes. Le nord va débuter à partir de l'an 1000 la Reconquista. C'est une reprise progressive qui va se terminer premièrement au Portugal en 1259 et en Espagne avec la reprise de Grenade en 1492. Pour terminer, l'Angleterre. Lors des mouvements de population au 5e et 6e siècle, les Germains, en particulier les Angles et les Saxons, envahissent l'île de Bretagne, qui était une ancienne province romaine. Face à cela, les Celtes, les Bretons, vont donc s'enfuir et vont se réfugier en Armorique. Et c'est ainsi que l'Armorique prend le nom de Bretagne du fait de cette implantation massive.
Au 9e siècle, ce sont les Vikings qui sont les nouveaux envahisseurs. Ils font des raids, puis décident de s'installer. Ils s'installent également en France, dans la vallée de la Seine. En 911, le roi de France va octroyer un fief en échange de protéger les frontières à l'ouest, et c'est la naissance du royaume de Normandie. En 1066, Guillaume le Conquérant, par la victoire de Hastings, devient roi d'Angleterre. Guillaume le Conquérant, qui est un Normand et qui a revendiqué, en tout cas s'estimait légitime de gouverner cette Angleterre. Peut-être se considérait-il comme le roi des Normands, de tous les Normands. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Histoire de chambre. À bientôt.